Novak Djokovic a tout gagné dans sa carrière et ce plusieurs fois. Pourtant, il ne peut pas être considéré comme le GOAT et je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, vous serez tous d'accord, même les plus fans de Djokovic. On entend sans cesse parler du GOAT, mais quand on réfléchit un peu, la notion de GOAT n'a pas vraiment de sens et sert simplement à alimenter un débat excitant, exaltant, sulfureux, mais qui en réalité perd en cohérence. Pourquoi ? Parce que parler du GOAT implique de mettre tous les joueurs de l'histoire du tennis sur une même base équitable et de faire les comptes comme si de rien n'était pour voir qui a le plus gagné. Or, on va voir que le tennis, comme toute autre discipline, a subi un tas d'évolutions qui rendent cette base équitable complètement obsolète. C'est le débat que nous allons explorer aujourd'hui, alors attachez vos ceintures car la route vers la vérité tennistique est semée d'époques, de changements et de légendes. Avant tout, GOAT signifie Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps. En anglais, GOAT signifie chèvre, d'où l'emoji de la chèvre qu'on retrouve très souvent lorsqu'il s'agit de parler de ce GOAT. Mais d'où vient concrètement cette appellation ? C'est un terme qui a été popularisé par le boxeur Mohamed Ali lorsqu'il affronte pour la première fois Sonny Liston pour la ceinture poids lourd. Sonny Liston qui était à l'époque champion du monde poids lourd. On est en 1964, Mohamed Ali a 22 ans, il est impertinent, impétueux et peu aimé du public. Après le match qu'il gagne, Ali clame haut et fort « I am the king of the world, I am the greatest of all time ». Et 10 ans plus tard, en 1974, après son combat et sa victoire incroyable contre George Foreman qui avait un bilan de 40 victoires dont 37 KO pour 0 défaite, Ali précise « I am still the greatest of all time ». C'est donc Mohamed Ali lui-même qui s'est autoproclamé GOAT et en 1992, sa femme a officiellement constitué GOAT Incorporation pour centraliser et concéder sous licence les propriétés intellectuelles de son mari à des fins commerciales. Et donc concrètement, ce terme de GOAT est utilisé pour désigner le meilleur sportif de sa discipline, mais également le plus grand de tous les temps, donc le plus grand sur l'intégralité de la période où ce sport a été pratiqué par des professionnels. Donc pour établir une hiérarchie si précise qui permet de départager les meilleurs, il faut être sacrément pointilleux et rigoureux dans sa démonstration. Mais comme tu as pu le constater, ce terme de GOAT n'est pas uniquement réservé au tennis, ni même au sport. Effectivement, je suis sûr que tu as entendu ce terme pour d'autres disciplines, à commencer par le football avec ses débats où on essaye de départager les plus grands. Lionel Messi, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Pelé, et le débat ne cesse de s'arrêter, même s'il semble un peu s'apaiser depuis que Messi a remporté la Coupe du Monde fin 2022. Au basket, on a évidemment ce débat enflammé entre Michael Jordan et LeBron James. Michael Jordan, c'est 6 sacres en NBA sur 6 finales disputées avec les Chicago Bulls, 5 trophées de MVP, 10 fois meilleur marqueur de la saison, sauf que King James, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, élu 4 fois MVP, 9 finales consécutives en NBA, double champion olympique, il a une plus grande longévité. Tous les puristes s'accordent à dire qu'il a une plus grande palette, qu'il peut jouer à n'importe quel poste sans problème et qu'il a une meilleure science du jeu. Au football américain, on a Tom Brady, à la natation Michael Phelps, au golf Tiger Woods, en Formule 1 Michael Schumacher ou Lewis Hamilton, à la boxe Mohamed Ali ou Mike Tyson. Bref, on voit que cette notion de GOAT est largement répandue dans le milieu du sport pour désigner le plus grand champion de l'histoire de chaque discipline. Mais si on va encore plus loin, on remarque que ce GOAT est même utilisé dans le cadre de la musique pour désigner le plus grand chanteur de tous les temps. Est-ce Stevie Wonder, Aretha Franklin, Elvis Presley, Ray Charles, Michael Jackson, Whitney Houston, James Brown? La liste est longue. Ou encore le plus grand rappeur de tous les temps. Est-ce Tupac, Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Biggie, Nas? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait davantage appel aux émotions, aux sensibilités de chacun. Parce que dans le sport, les palmarès sont palpables. On a des titres, des médailles, des tournois remportés. Alors que dans la musique, mis à part comparer les différentes discographies, on ne peut rien faire de plus. Il n'y a pas de tournoi. Et me parlez pas de victoire de la musique. Donc on a transposé cette notion de meilleur de tous les temps à des arts dont les degrés de succès ne sont même pas mesurables, si ce n'est comptabiliser les ventes. Et donc ce terme de GOAT a été approprié par toute une culture qui cherche à désigner le plus grand, le plus fort, celui qui a le plus marqué son sport, son art. Et on va pas se mentir, c'est aussi une très bonne manière de faire de la publicité pour la discipline en question, étant donné qu'un sport qui a son icône est un bon prétexte pour attirer et faire rêver les plus jeunes qui peuvent se reconnaître en ce GOAT. Revenons sur le tennis qui a connu un grand nombre de champions qui ont marqué l'histoire de ce sport de par leur performance, leur palmarès et leur domination sur le circuit. Dans un ordre chronologique, on pourrait remonter dans les années 1920 pour voir qu'à l'époque, il y avait déjà de grosses dominations. À commencer évidemment par les 4 mousquetaires, la
Lacoste, Borotra, Cochet, Brugnon. Les 4 joueurs surnommés de la sorte en raison de leur style de jeu qu'on pourrait qualifier de chevaleresque, et ils sont connus également pour leur mainmise sur le circuit. 6 Coupes Davis remportées d'affilée avec la France entre 1927 et 1932, des titres du Grand Chelem dans tous les sens, et un héritage très riche qu'il laisse au point que le trophée de Roland-Garros porte le nom de Coupe des Mousquetaires depuis 1981. On a aussi Donald Budge, américain, vainqueur de 6 Grands Chelems d'affilée entre Wimbledon 1937 et l'US Open 1938. C'est le premier à gagner les 4 tournois du Grand Chelem la même année. Il gagne également 2 Coupes Davis, et pour son style de jeu, il avait un revers incroyable, il était très puissant. Et malgré sa grande taille, il se déplaçait extrêmement bien, ce qui lui permettait de monter au filet avec succès. Mais tous ces champions ont marqué le tennis à l'ère pré-open, époque où les grands chelems étaient réservés aux amateurs. À partir de 1968, on entre dans l'ère moderne du tennis, l'ère open. Les professionnels sont autorisés à jouer les grands chelems. On commence à comptabiliser les différents records, là où dans l'ère pré-open, on était un peu plus laxiste sur la comptabilité. Et tout ça se met en place avec la création de l'association des tennisman professionnels, l'ATP, qui créera en 1973 le classement ATP. Et donc on a des joueurs qui ont fait le pont entre ces deux ères, comme Rod Laver, immense champion australien, qui est évidemment connu pour avoir remporté les 4 titres du Grand Chelem en 62 et en 69, 5 Coupes Davis, 200 titres en simple, et au niveau de son style de jeu, il était considéré comme ultra complet, il avait une patte gauche hyper efficace, et le don de s'adapter constamment à ses adversaires, avec quand même un service volé très redoutable. Ken Rosewall, immense champion australien, il remporte 4 Grands Chelems Air Pre-Open, 4 Grands Chelems Air Open, 3 Coupes Davis, une longévité exceptionnelle. Il dispute près de 2300 matchs en carrière, ce qui est un record, et à l'âge de 39 ans, il fait finale à Wimbledon et à l'US Open contre Jimmy Connors. Concernant son style de jeu, c'est l'inverse de Nadal, parce qu'il est gaucher mais préfère jouer de la main droite. Il avait un revers exceptionnel, ce qui venait compenser avec son service qui manquait de puissance étant donné qu'il faisait 1m70. Jimmy Connors, immense champion américain, arrivé fracassante en 1974 avec un petit chelem, 8 grands chelems remportés en carrière, il finit numéro 1 mondial 5 saisons d'affilée entre 1974 et 1978. Il a atteint les demi-finales à l'US Open 12 fois consécutives, et dans l'Air Open, il a le record de titres en carrière avec 109 succès. Style de jeu offensif, comblant un service peu destructeur par une capacité à retourner n'importe quel service, un revers à deux mains fracassant et des trajectoires rectilignes redoutables. Björn Borg, immense champion suédois surnommé Iceborg pour son impassibilité folle sur le court, connu pour ses 11 grands chelems, 6 Roland-Garros et 5 Wimbledon remportés d'affilée, record égalé plus tard par Roger Federer, 64 titres en carrière et vainqueur de la Coupe Davis avec la Suède. Style de jeu, attaquant s'appuyant sur un gros service, jeu de contreur, une belle défense, mais aussi une adaptabilité incroyable étant donné qu'il a su raccourcir ses schémas pour briller sur gazon avec notamment du service volé. Son meilleur ennemi, John McEnroe, légende américaine connue pour son tempérament de feu, mais aussi pour son palmarès, 7 titres du Grand Chelem remportés, 5 Coupes Davis avec les États-Unis, 3 Masters et 170 semaines à la place de numéro 1 mondial. Style de jeu, un pur attaquant très porté vers l'avant, un service volleyeur hors pair avec une main incroyable et un œil bien aiguisé. Pete Sampras, immense champion américain, 14 titres du Grand Chelem, 7 Wimbledon, 2 Coupes Davis avec les États-Unis, 5 Masters, numéro 1 mondial 6 fois en fin d'année entre 93 et 98, et un total de 286 semaines passées à ce rang, record dépassé plus tard par Federer puis Djokovic. Style de jeu, un service volleyeur exceptionnel, un énorme service qui lui permettait de monter sans gros risque à la volée, un smash foudroyant avec une détente assez folle, et un jeu solide du fond du court avec un gros coup droit et un revers à une main. André Agassi, meilleur ennemi de Sampras, également américain et vainqueur de 8 Grands Chelems, 3 Coupes Davis, champion olympique en 1996 à Atlanta, et le premier à faire le Grand Chelem doré en carrière, rejoint ensuite par Rafael Nadal et peut-être Djokovic dans quelques mois. Style de jeu, un attaquant ultra complet, un très bon service, il excellait vraiment du fond du court avec coup droit revers très solide, et c'est peut-être le premier joueur fin du XXe siècle à basculer dans ce style très porté dans les échanges de fond de court, cassant un peu la rythmique du service volé. Et enfin on a le Big Three, les 3 monstres, Federer, Nadal, Djokovic, je pense que vous les connaissez suffisamment, pas besoin de trop détailler. Des records dans tous les sens, que ce soit en Grand Chelem, en Masters 1000, en Masters, en semaine passée à la place de numéro 1 mondial. Le Suisse entre un jeu porté vers l'avant avec une volée incroyable et un jeu de fond de court qu'il a su renforcer au cours de sa carrière. L'Espagnol, le gaucher besogneux, une défense hors pair, jouant avec son lift redoutable pour prendre l'échange
d'échanges à son compte, et il a su notamment faire évoluer son revers tout le long de sa carrière. Et le Serbe, un jeu ultra complet, un contreur agressif, indébordable, le retourneur ultime sur le circuit et qui a notamment su faire évoluer son service tout le long de sa carrière. Bien sûr, tout ça c'est une liste non exhaustive, il y a eu plein d'autres champions qui ont marqué le tennis, mais quand on évoque le débat du GOAT, la plupart de ces champions peuvent entrer dans la discussion par certains aspects. Mais comme vous le savez, maintenant on va voir qu'ils n'ont pas évolué dans les mêmes conditions. Car oui, le tennis a subi de grandes évolutions au fil du temps comme tout sport. Les terrains de jeu ont évolué, le matériel a évolué, à commencer par les raquettes. Les anciennes raquettes de tennis étaient principalement en bois. Elles étaient plus lourdes et avaient des têtes bien plus réduites par rapport aux raquettes modernes qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui fait que leur utilisation était beaucoup plus propice à la précision, à la finesse, donc idéale pour des coups comme la volée, les slices ou le contrôle en général. De nos jours, les raquettes qu'on utilise sont renforcées et comprennent des matériaux composites comme le carbone, le graphite ou le titane. Elles sont plus légères, plus large et possède un tamis plus grand, autrement dit une plus grande surface de frappe pour chaque impact de balle. Toute cette évolution, ça favorise un jeu plus puissant avec plus de lift, plus de vitesse, mais ça nécessite aussi une excellente technique pour être capable de contrôler ce supplément de puissance. Et aujourd'hui, c'est la raison principale pour laquelle les joueurs sont de plus en plus puissants. Et pour situer la mutation entre les anciennes raquettes en bois et le composite, bien sûr ça s'est fait au fur et à mesure, mais les premiers modèles composites apparaissent en 1969. Attention, dans les années 70, on joue encore avec les raquettes en bois, les ingénieurs des marques de raquettes comme Ed déposent des brevets pour les nouveaux modèles composites, non sans mal, et à l'US Open en 1981, on assiste à la dernière finale en Grand Chelem où les deux joueurs, à savoir McEnroe et Borg, jouent avec des raquettes en bois petit ami. Donc dans les années 80, on entre dans une nouvelle phase où les raquettes composites sont complètement démocratisées. Concernant les balles, elles aussi ont subi des modifications, notamment au niveau de la matière. À l'époque, les balles de tennis étaient généralement fabriquées avec une enveloppe de feutre et elles étaient remplies de laine. Du coup, elles étaient plus lourdes et moins pressurisées que les balles modernes. Et donc ces balles de l'époque influençaient le jeu avec des échanges moins rapides, donc ça permettait aux joueurs de faire du service volé à profusion, mais aussi d'utiliser le slice et des placements bien précis. Comme on l'a vu, beaucoup de champions d'antan étaient de vrais adeptes du service volé, style de jeu qui a complètement disparu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les balles actuelles utilisent souvent des matériaux synthétiques pour l'enveloppe et sont donc plus légères et plus pressurisées, et donc elles offrent une vitesse supérieure et un rebond plus important. Tout ça, ça encourage un jeu plus axé sur la puissance avec des frappes bien liftées et des échanges plus rapides du fond du court. Concernant les surfaces, là aussi on a eu quelques changements. Déjà, il faut préciser qu'à l'époque, l'Open d'Australie et l'US Open se jouaient sur gazon, ce qui fait qu'on avait 3 grands chelems sur 4 qui jouaient sur gazon, et c'est qu'en 1978 que l'US Open est passé sur dur, et en 1987 que l'Open d'Australie est passé sur dur. Historiquement, le gazon favorise un jeu plus rapide avec des rebonds plus bas, encourageant naturellement le service volé et des échanges courts. La terre battue, elle, beaucoup plus lente, exige un jeu de fond de court avec beaucoup de lift. Il faut également préciser qu'en plus du gazon, on avait d'autres surfaces comme le parquet ou la moquette. Le parquet caractérisé par sa rapidité et la moquette par sa douceur, sa lenteur, mais son exigence pour les articulations des joueurs. Et donc le passage du gazon et de la moquette vers des surfaces dures et de terre battue ont changé la dynamique de jeu. Auparavant, on avait des surfaces qui favorisaient un jeu de volley et de slice, alors que les surfaces actuelles encouragent des échanges basés sur la puissance et le lift. Effectivement, les surfaces de dur modernes offrent une vitesse constante avec des rebonds plus réguliers, qui provoquent des échanges basés sur la puissance et le contrôle depuis la ligne de fond. Et donc la principale différence, elle réside dans la constance des rebonds et la vitesse de jeu. Les surfaces modernes qu'on a aujourd'hui, elles offrent des rebonds beaucoup plus uniformes, ce qui favorise un jeu beaucoup plus homogène et moins dépendant des imperfections de la surface. Après tout ce qu'on a dit, est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que vous voyez le problème que ça pose ? Le plus grand de tous les temps. Donc on met très clairement tous les champions que je vous ai cités auparavant sur un même pied d'égalité. On considère qu'ils ont évolué dans les mêmes conditions, sur le même circuit, avec la même facilité à voyager dans le monde. Puis si on les met sur le même pied d'égalité, on considère qu'ils ont bénéficié du même matériel, des mêmes terrains de jeu, des mêmes concurrents, plus généralement des mêmes conditions d'évolution. Or, bien évidemment que tout ça n'est pas le cas et c'était tout le sujet de mon point précédent. Par conséquent, désigner le GOAT dans le tennis, dans un sport ou même dans tout autre art semble très complexe, pour ne pas dire absurde et irréfléchi. Irréfléchi parce qu'on prend pas du tout en compte le facteur temps. Le temps qui implique des évolutions par l'innovation pour améliorer les conditions de jeu. Borg n'a pas bénéficié des mêmes conditions de jeu qu'Agassi, qui n'a pas bénéficié
bénéficier des mêmes conditions de jeu que Federer. Et donc en affirmant que Djokovic est le GOAT, c'est comme si on prenait toute l'histoire du tennis et qu'on figeait tout ce qui a eu lieu à un instant T, alors que l'instant Djokovic, c'est-à-dire de 2008 à aujourd'hui, n'a pas été l'instant Agassi ou l'instant McEnroe. Donc mon propos, c'est que toutes les époques ne se valent pas. Parce que comme on l'a vu, les raquettes en bois ne valent pas les raquettes renforcées en composite. Les balles d'antan ne valent pas les balles modernes. Et donc concrètement, qu'aurait valu Nadal à l'époque de Borg et des raquettes en bois? Qu'aurait valu Djokovic du temps d'Agassi et de ses surfaces très rapides? Qu'aurait valu Federer à l'époque de Rod Laver? Et qu'aurait valu Sampras aujourd'hui, où on est dans l'ère de l'uniformisation des surfaces avec un ralentissement global, où le gazon a perdu de sa superbe, de sa rapidité? Est-ce que Sampras aurait gagné 7 Wimbledon aujourd'hui? Je vais plus loin. Est-ce que Sampras aurait gagné un grand chelem? C'est des questions que je vous pose, j'ai pas la réponse. Et la réponse, évidemment, on l'aura jamais. Mais donc plutôt que de dire le GOAT c'est Djokovic, c'est lui le meilleur de tous les temps, j'appelle plutôt à apprécier chaque champion pour ses exploits qu'il a réalisés dans le contexte de son époque. Et donc définir un GOAT ou un meilleur joueur par époque, par ère ou par décennie suivant la pertinence temporelle. Et donc à ce moment-là, on serait tous d'accord pour dire que le meilleur des années 70, c'est Björn Borg, le meilleur des années 90, c'est Sampras, le meilleur des années 2000, c'est Federer, et le meilleur de ces 15 dernières années, c'est Djokovic. Vous voyez comment tout d'un coup on a plus de visibilité sur la map tennis? Au lieu de dire le GOAT c'est Djokovic, où on exclut brutalement tous les autres, et ben là en prenant par période, on perd en ambiguïté et on gagne en précision. Maintenant, il y a la sempiternelle question des critères qui permettent de déterminer le GOAT. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce qu'on regarde dans les palmarès? Comment on les départage? Là, je vais être assez direct. Qu'est-ce qui compte le plus qu'un grand chelem dans le tennis? Dites-moi, je suis curieux. De quoi rêvent les plus jeunes quand ils jouent au tennis? De gagner des grands chelems. Pourquoi Djokovic se tue encore à jouer à bientôt 37 ans? Pour gagner des grands chelems. Pourquoi Nadal tente un millième comeback après tout ce qu'il a subi? Pour gagner des grands chelems. Et honnêtement, qui a gagné Miami en 2004? Personne se souvient que c'est en ironique. Et je vais aller plus loin. Qui a gagné les Jeux Olympiques en 2004? Personne se souvient que c'est Nicolas Massou. Par contre, tout le monde se souvient que cette année, Federer réalise le premier petit chelem de sa carrière. Donc le grand chelem, c'est le nerf de la guerre. C'est l'épreuve qui détermine le plus fort tennistiquement, le plus fort physiquement, le plus fort mentalement. Et ne me parlez pas de sensibilité de chacun, que un tel me procure plus d'émotions. À ce moment-là, moi je suis un grand fan du Japon, j'aime les défenseurs qui courent partout. Et moi je dis le GOAT c'est Nishioka. Bah non, ça marche pas comme ça. Donc je finirai en disant que Djokovic est un champion, c'est même une légende qui a repoussé toutes les limites que ses anciens collègues avaient fixées, mais Djokovic ne représente pas tous les temps, mais bien une période de l'histoire du tennis. De fait, ses exploits incombent aux années de 2008 à aujourd'hui et ne sont pas duplicables aux années 70, 80, 90. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, je suis méga curieux de vous lire. Essayez de développer un peu votre pensée, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi aussi si vous voulez qu'on parle de tout ça en live, il y a tellement de choses à dire et c'est passionnant. En tout cas, prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao!